Les amis, donc, je vais essayer de pas trop dériver ce soir, mais je sens qu'on va beaucoup dériver. Mavitwink a sorti une vidéo qui est juste ici. Cette vidéo, c'est cette vidéo, c'est celle-ci. C'est YouTube nous censure. C'est un sujet que je trouve assez intéressant parce que bon bah du coup, je fais également des vidéos sur YouTube qui parlent d'histoire et donc il explique, il explique que voilà, il se fait censurer sur YouTube. Donc j'ai regardé un petit peu la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, eh ben, je vous propose qu'on la visionne ensemble et qu'on en parle, parce que c'est au-delà de ceux qui regardent Mavitwink ou pas. Mavitwink, pour ceux qui ne le connaissent pas, très rapidement, c'est une chaîne YouTube d'histoire. C'est l'une des plus grosses chaînes YouTube, si je ne dis pas de bêtises, qui parle d'histoire en France, en tout cas dans le monde francophone aujourd'hui. Alors, il parle beaucoup de la période contemporaine, il parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale et notamment du nazisme. Ils ont quand même fait beaucoup de vidéos sur le sujet. À la base, ils étaient connus parce qu'ils faisaient des vidéos à l'époque, sur World of Warcraft. Après, ils ont fait de l'urbex. Et depuis maintenant quelques années, 7-8 ans, je dirais, ils se sont plus spécialisés ils se sont plutôt spécialisés sur les vidéos d'histoire très axées Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Donc, YouTube nous censure. Je suis un petit peu curieux parce que bah, l'idée, ce serait un petit peu de comparer nos expériences et de parler peut-être plus largement de YouTube, l'histoire, etc. Machin. Donc voilà. Leur période urbex, je kiffais trop. Je regardais beaucoup à l'époque Harvard aussi. Moi, j'ai beaucoup regardé leur période urbex. Je sais pas si c'était le cas pour certains. Et donc, c'est des vidéos très quali. Hein. Franchement, ils ont une prod. Pour ceux qui regardent, le niveau de prod qu'ils ont, je pense, est assez inégalé dans le YouTube game francophone en termes de vidéos d'histoire. Ils ont une qualité de montage, etc., qui est assez zinzin. Et je pense qu'ils ont des budgets pour chaque vidéo qui est assez prohibitif. YouTube nous censure et on en a marre. Ça fait très longtemps les amis qu'on s'est pas retrouvés pour une vidéo de la sorte sur la chaîne, une vidéo coup de gueule, une vidéo coulisses où on vous parle des problèmes qu'on rencontre sur YouTube. Mais là, ça fait plusieurs mois qu'on enchaîne les problèmes et on ressentait vraiment le besoin de vous en parler. Cette vidéo, on l'a fait donc pour deux raisons. Déjà, parce que ça nous fait du bien de vous parler de tous les problèmes qu'on rencontre. D'autre part, parce qu'on aime YouTube et qu'on espère, à travers ce genre de vidéos, faire évoluer les choses. C'est mieux comme ça ou pas? Ça fait plus de 15 ans qu'on a créé cette chaîne YouTube. Et on aimerait que YouTube continue à être cette plateforme incroyable d'expression et de création. Mais ces derniers temps, les règles sur YouTube sont devenues plus strictes, surtout vis-à-vis des contenus dits sensibles. Des vidéos sur Adolf Hitler, bien sûr. Et vous allez voir qu'on n'est pas épargné. Démonétisation, interdiction aux moins de 18 ans ou message d'avertissement, sortir une nouvelle vidéo sur notre chaîne, c'est devenu un parcours du combattant. Les problèmes. Comme vous le savez, sur notre chaîne YouTube, on publie surtout des histoires de guerre, des documentaires historiques sur les plus grands conflits de l'histoire. Forcément, dans nos vidéos, on aborde régulièrement des sujets sensibles. Évidemment, on fait très attention aux propos tenus dans nos vidéos et aux images diffusées. On accorde de l'importance à ce que le contenu soit le plus juste. C'est vrai qu'ils ont des sacrés fonds d'archives à chaque fois. Hein. Pour le coup, je sais pas combien, parce que ça coûte très cher les archives historiques comme ça. Ça peut coûter très cher. Et je pense qu'ils doivent avoir un sacré budget à ce niveau-là. Historiquement parlant, est le plus neutre possible. Et bien sûr, on fait très attention à ne pas diffuser d'images qui pourraient choquer les spectateurs. Pour cela, on travaille avec un historien qui est même salarié dans notre entreprise. Mais on s'entoure également d'experts, de documentalistes ou encore d'institutions renommées. Et bien sûr, on fait attention à ce que toutes nos vidéos respectent à la lettre les règles de YouTube. Alors, tu les achètes à qui les archives? C'est une très bonne question. Alors, les archives, pour faire un petit topo... alors, vous allez voir, la vidéo de Mavitwink parle d'argent notamment, et c'est normal parce que les archives, ça coûte très cher. C'est-à-dire que vous les achetez à des fonds d'archives français ou étrangers. En France, par exemple, on a l'INA, qui est un peu en retard sur pas mal de choses, notamment sur les choses liées au numérique,
L'INA est un petit peu à la bourre là-dessus. Pas très étonnant, en France, on n'est jamais à la pointe de ça, mais on peut l'acheter à l'INA. On a le CPAD aussi, qui est le centre d'archives lié à l'armée, au conflit et au conflit. Donc toutes les archives de l'armée française, des choses liées à la guerre, c'est aussi le CPAD qui a des archives. Ou sinon, il y a à l'étranger. Il y a les archives britanniques et qui coûtent extrêmement cher. Quand je vous dis extrêmement cher, pour la vidéo sur l'ascension d'Hitler, on a commandé des archives au British Pathé. Pour 60 secondes d'archives, nous avons payé 950 € dans ces eaux-là. Pour 5 ans d'exploitation des archives. Pour 60 secondes. Pour 5 ans d'exploitation des archives. C'est... Après, les Anglais, fuck England, sont connus pour être particulièrement chers. Et on n'est vraiment pas très loin du vol, en réalité. Donc, et il se passe quoi dans 5 ans? Et bah, soit je repaye, soit tu as une licence qui coûte, je crois, c'est 500. J'aurais dû payer le double si je voulais payer ad vitam aeternam. Du coup, bon, je me reposerai la question dans 5 ans. Donc voilà. On verra. Donc je peux renouveler le bail si j'ai envie, quoi. C'est quoi l'intérêt de faire payer aussi cher? Eh ben je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Moi, je trouve ça assez honteux. Et donc les archives, ça coûte très cher et ça coûte aussi cher en France. Enfin, c'est pas gratuit. Ceux qui, pour le coup, sont assez cool là-dessus, ce sont les archives américaines, la NARA, d'où son acronyme. Et la NARA, c'est gratuit, c'est open bar. Donc les archives américaines, on peut se servir, on peut les utiliser complètement gratuitement et on peut donc aller les prendre. Donc du coup, ce qui fait que la plupart des vidéos qu'on traite sur la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup de vidéos avec des archives qui sont issues des fonds américains parce que c'est gratuit. Tu payes les droits et que si tu monétises, non. Non, tu dois aussi payer des droits, pas forcément que si tu monétises, ce sera des droits différents, mais tu te payes quand même. Peut-être moins cher, mais quand même. Donc, je pensais que c'était gratuit partout. Absolument pas, c'est pas du tout gratuit, c'est même le nerf de la guerre, les archives, donc ça coûte beaucoup d'argent. Et tu payes, et les prix sont pas les mêmes selon si t'es sur YouTube, que tu fais ça pour la télé, que tu fais ça pour le cinéma. Tout ça est très changeant. Et voilà pour le topo des archives. Et les Français 14-18, tu payes aussi? Ouais, bien sûr. Mais ça devrait être gratuit partout, c'est d'utilité publique de connaître l'histoire. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Est-ce que certains malins revendiquent des droits sur les archives gratuites US? Non, pour le coup, non, ça ne nous est jamais arrivé. Nous, on n'a jamais eu de problème au niveau des archives américaines. On n'a jamais eu on n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là. Donc voilà. Donc en gros, soit on fait les recherches, et donc en fait, sachant que tu payes du coup les archives, mais aussi tu payes ce qu'on appelle ce que Mamitwink présente comme des documentalistes, des archivistes. Et bien sûr, on fait attention à ce que tout... en fait, c'est des gens qui vont aller chercher pour toi les archives, parce que c'est un travail particulier ceux qui vont aller dans les fonds d'archives, aller te chercher les bonnes images sur le sujet dont tu parles, c'est un travail en soi. Et donc, tu peux payer en plus quelqu'un. Si toi, tu ne sais pas trop aller chercher, si tu ne sais pas trop comment faire et tout, tu peux payer un archiviste qui va aller s'occuper d'aller récupérer des images, qui va te dire, OK, bah, j'ai récupéré ça va te coûter tant. Moi, je te coûte tant parce que j'ai bossé tant de temps sur le projet. Et voilà. Nos vidéos respectent à la lettre les règles de YouTube. Voilà, j'espère que j'étais clair. Eh bien, les amis, malgré toutes ces précautions, on fait face à de nombreux problèmes. Pour commencer, toutes nos vidéos sont démonétisées avant leur sortie. Quand je dis toutes les vidéos, c'est bien toutes les vidéos, quelle que soit la période, qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, des nazis, de la Première Guerre mondiale ou de la guerre froide, chacune de nos vidéos est démonétisée. Bien sûr, hors de question pour nous de sortir une vidéo démonétisée. Car un épisode d'Histoire de guerre, c'est 6 mois de travail, une équipe de 10 personnes qu'on doit payer, ça coûte beaucoup d'argent. Et une vidéo démonétisée est une vidéo qui n'est pas mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc, avant chaque sortie de vidéo, on doit travailler avec les équipes de YouTube pour s'assurer qu'elle soit bien monétisée. En fait, ça c'est un peu particulier ce qui leur arrive parce que moi, pour le coup, quand on sort une vidéo, c'est pas le cas. Elles sont pas démonétisées quand on les upload.
Mais parce qu'en fait, il me semble que en fait, le problème qu'ils ont, eux, c'est que quand une chaîne YouTube met trop de vidéos, comment dire, qui ont eu des démonétisations, qui ont eu des soucis, je sais pas, liés aux images montrées, etc. Bah, en fait, YouTube, je sais pas trop comment ça se passe, mais il y a un statut sur ta chaîne qui peut changer. Alors nous, on le voit pas en tant que créateur, mais moi, ça m'était arrivé à un moment donné. Et en fait, pendant pas mal de temps, tu peux te retrouver avec toutes tes vidéos qui sont de base démonétisées. Et il faut faire un examen manuel à chaque vidéo pour que ce soit plus le cas. Et ça, c'est très casse-pied. Ça, c'est très casse-pied. C'est quelque chose qui demande du temps, qui Attends. coûte s'assurer qu'elle soit bien monétisée. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'argent. C'est 6 mois de travail pour nous de sortir une vidéo démonétisée. Car un épisode d'Histoire de guerre, c'est 6 mois de travail, une équipe de 10 personnes qu'on doit payer, ça coûte beaucoup d'argent. Ah ouais, 10 personnes sur les... Oh. Ouais, c'est des belles équipes, hein. 6 mois de travail et 10 personnes, ouf. C'est une sacrée team, hein. Et une vidéo démonétisée est une vidéo qui n'est pas mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc, avant chaque sortie de vidéo, on doit travailler avec les équipes de YouTube pour s'assurer qu'elle soit bien monétisée. C'est quelque chose qui demande du temps, qui coûte de l'énergie et qui repousse souvent la sortie de nos vidéos de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Mais c'est quoi leur Mais business une model? fois Comment notre tu fais bouffer les gens? Bah, ils ont des OP, comme n'importe quel autre créateur de contenu. Sauf qu'ils font, ça fait beaucoup de vues, hein. Mamie Twink, ils font des millions de vues, etc. hein. Donc, ils peuvent du coup deal des OP beaucoup plus cher. Donc, non, non, ils ont des OP qui sont à la taille de leur prétention. Ils ont quasiment 2 500 000 abonnés pour une chaîne qui parle d'histoire. C'est monstrueux en France. Je crois que la seule chaîne qui a plus que ça doit être dans ce style-là, c'est Nota Bene. vidéo monétisée, on n'est pas sorti d'affaire, puisque à tout moment, notre vidéo peut être interdite aux moins de 18 ans. Et bien sûr, hors de question pour nous de sortir une vidéo interdite aux moins de 18 ans, car ça veut dire 0 vue. Par exemple, prenez une de nos dernières vidéos parues sur la chaîne, l'histoire des Lebensborn, les maternités nazies. Dans une version du montage de cette vidéo, on avait mis une archive d'un médecin allemand qui ausculte un bébé avec les jambes dénudées. Évidemment, on avait pris le soin de flouter l'entrejambe du bébé. Eh bien, malgré ce floutage, notre vidéo avait été interdite aux moins de 18 ans pour sexualisation de mineurs. On s'est donc retrouvé peu de temps avant la sortie de la vidéo à devoir changer notre montage pour retirer ce plan pour que la vidéo ne soit pas interdite aux moins de 18 ans. Mais parfois, cette interdiction apparaît une fois la vidéo en ligne. Et là, ça devient beaucoup plus embêtant. Ouais, ça, ils abusent. Prenons un autre exemple, avec notre vidéo sur le prisonnier qui a passé un message codé en pleine interview. C'est une vidéo qui est sortie il y a 5 ans sur la chaîne et qui vous a beaucoup plu parce qu'elle a réuni plus de 5 millions de vues, c'est monstrueux. Pour une vidéo d'histoire, c'est énorme. 5 millions de vues. C'est même une vidéo qui continue régulièrement à faire beaucoup de vues, avec parfois 50 000 vues en un mois, ce qui est beaucoup pour une vidéo ancienne. Et bien cet hiver, du jour au lendemain, YouTube a décidé d'interdire cette vidéo aux moins de 18 ans. La raison, une seule archive dans la vidéo. Une photo très célèbre que vous avez sûrement déjà vue, celle de la jeune fille au napalm. C'est une photo prise lors de la guerre du Vietnam, sur laquelle on peut apercevoir une jeune fille courir toute nue sur la route après avoir été la victime d'un bombardement au napalm. C'est abusé quand même. Cette photo est très importante. Non seulement elle a marqué l'histoire du photojournalisme, mais c'est aussi une des photos les plus connues de la guerre, quoi, tu vois. La guerre du Vietnam. Et bien pour cette seule photo, notre vidéo a été interdite aux moins de 18 ans pour sexualisation de mineurs. Afin de lever l'interdiction, on a été obligé de flouter le corps de la jeune fille. Et c'est là où ça nous pose problème. Car les amis, cette photo, elle est importante, elle est essentielle pour... c'est une photo historique, quoi. C'est pas pour faire le mec, mais c'est normal. Mais normal, non? Bah non. En vrai, pour le coup, non. Parce que c'est vraiment une photo reconnue d'importance historique, tu vois. C'est une photo qui est la photo qui représente
qui représente le conflit, qui représente une période de l'histoire américaine, de l'histoire du monde. Et c'est une archive qui dit énormément de choses. Donc pour moi, je trouve ça terrible, tu vois, de devoir te réfréner sur ça. Et en vrai, c'est abominable, quoi. Donc pour le coup, non. Tu vois, c'est pas. En fait, ils l'ont pas mis gratuitement. Ils ont pas mis ça. Enfin, tu vois, c'était vraiment, je pense, important, vraiment important, quoi. Ok, mais quand ton business model, c'est d'exploiter la fascination morbide pour le Troisième Reich, les victimes de la guerre et les pires crimes de l'histoire, c'est aussi problématique, il faudrait qu'ils revoient leur positionnement dans le traitement de l'histoire. Je suis pas d'accord avec ça, en fait. Parce que je trouve qu'une fascination morbide, je trouve que c'est pas forcément une fascination morbide, je pense qu'il y a en tout cas une interrogation des gens sur ce qu'est le nazisme. Et après, bon, ben, tu vois, pour de vrai, bah, ça intéresse le grand public. C'est une période qui nous touche et c'est normal. C'est une période de la Seconde Guerre mondiale qui a directement touché nos familles, nos grands-parents, nos parents. Et je trouve que c'est des sujets qui sont importants. Donc, parler de fascination morbide, je trouve ça un petit peu dur. Maintenant, effectivement, ils traitent beaucoup de sujets sur le nazisme. Ça, c'est vrai que quand même, ils ont quand même une ligne éditoriale qui est vraiment tournée sur le sujet. Et ça, c'est vrai pour le coup. Il pourrait. En fait, je suis frustré parce que je les trouve tellement forts dans leur manière de raconter l'histoire que j'aimerais les voir, les voir sur d'autres sujets, que j'aimerais les voir sur d'autres périodes, sur d'autres sujets, quoi, tu vois. Et donc, j'aimerais. C'est plus de ma frustration, elle vient plus de là. Nogodi. Ah bah oui, la photo est ultra connue, mais ça me paraît logique que YouTube fasse pas du cas par cas. Ils auraient pu s'y attendre que ce soit historiquement pertinent ou pas. Oui, mais je trouve ça débile dans le sens où YouTube fait aussi de la surveillance manuelle. C'est-à-dire qu'il y a bien des mecs chez YouTube qui voient ça et qui disent ah, c'est vrai que c'est quand même une archive historique, quoi. Bah si, pour moi, tu fais du cas par cas. Parce que tu peux faire des demandes de vérification manuelle. Donc en gros, pour moi, si tu peux le faire. Surtout quand tu as une chaîne qui a 2 millions, qui a plus de 2 millions d'abonnés, quoi. Donc voilà. Problème. Car les amis, En vrai de vrai, les gens qui aiment l'histoire, le nazisme, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus, mais le grand public, le sujet qui intéresse aujourd'hui le plus le grand public, c'est la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Et si tu veux toucher plus facilement un public qui parle d'histoire, tu parles de la Seconde Guerre mondiale. Et là, je vous parle pas d'un truc que j'ai ces sensations-là. C'est tellement vérifié. Et ce sur YouTube. Mais tu regardes dans les librairies, le plus de bouquins qui sont vendus dans le rayon histoire, c'est les bouquins sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, les livres, les séries, tout ça, c'est le grand public est touché par ça, quoi, tu vois. Chapoutot, il a un fanatisme morbide. En fait, en gros, pour moi, dire que des gens qui s'intéressent au nazisme, et notamment des historiens qui s'intéressent au nazisme, sont genre fascinés par ça, je trouve ça un peu bizarre. C'est un peu comme reprocher à un médecin qu'il aime voir les gens souffrir. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Je comprends pas trop cet argument, en vrai de vrai. Mais... Parce que c'est un argument que j'ai déjà vu plusieurs fois, quoi. cette photo, elle est importante, elle est essentielle pour comprendre l'histoire. D'ailleurs les amis, j'ai ici un manuel scolaire de 3e. Et à la page 376 de ce manuel, on retrouve bien la photo de la jeune fille au napalm sans quelconque floutage. Et rendez-vous compte, pour que cette vidéo ne soit pas interdite aux moins de 18 ans, on va devoir aller flouter ce manuel scolaire dédié aux classes de 3e. Et du coup, on en arrive au cœur de cette vidéo, la censure sur YouTube. Pour ne pas être embêté, on se retrouve de plus en plus à devoir flouter des photos d'archives. Et parfois, ça en devient même absurde. Prenez par exemple notre vidéo dédiée aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Dans cette vidéo, on vous montre les rues de Berlin décorées avec des statues de l'Antiquité. On s'est retrouvé à devoir flouter les fesses et les seins des statues pour ne pas être embêté par le robot YouTube. Alors ça vous fait sûrement rire les amis, parce que c'est complètement absurde, mais croyez-moi qu'au quotidien, ça devient lourd. Et dans une de nos dernières vidéos dédiées aux gueules cassées,
Ces Je trouve ça soldats bizarre. blessés au visage pendant la Première Guerre mondiale. On s'est retrouvés à devoir flouter de nombreuses cicatrices. Ça, c'est ouf quand même. Mais le combat des gueules cassées, n'était-il pas qu'on puisse regarder ces hommes comme n'importe qui? Qu'on puisse les regarder droit dans les yeux, tels qu'ils étaient? Flouter leurs blessures, n'est-ce pas aller à l'encontre du combat qu'ils ont mené? Vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous le faire remarquer dans les commentaires sous Non, les c'était vidéos. fou ça quand même qu'ils Et aient on est censuré ça. complètement d'accord avec vous. Mais les amis, comment diffuser aujourd'hui sur YouTube des images non censurées sans se retrouver sous la menace d'une démonétisation? Sache que MamiTwink, sur Twitch, sache que tu nous régales. Merci d'avoir flouté cette partie-là, parce que sinon on aurait fait sauter la chaîne. Donc merci beaucoup, c'est vraiment super. Tu fais un super boulot, continue à tout flouter. Des images N'hésitez pas, non bien sûr. censurées sans se retrouver sous la menace d'une démonétisation ou d'une interdiction aux moins de 18 ans. Passons à un dernier problème. Bon, et pas... Ok, on parlera. Moi, j'avoue, je n'ai jamais eu ce problème. Alors si, on l'a déjà eu une fois, parce on s'est fait démonétiser une vidéo. Et là, c'était un peu de notre faute. On avait montré une image effectivement un petit peu sensible, même très sensible, sur la vidéo sur le génocide au Rwanda. Et donc, malheureusement, on s'était fait démonétiser manuellement la vidéo. Et là-dessus, c'était un peu ma faute. On aurait pu anticiper effectivement que, mais c'était des images de massacre. Ouais, effectivement, l'image était peut-être un peu trop violente et donc du coup, il faut faire attention. Mais en fait, eux, j'ai vraiment la sensation que YouTube est sur leur côte, tu vois. J'avoue que moi, les vidéos sur le nazisme qu'on a fait, on n'a jamais eu de problème On a eu des vérifications manuelles, mais aujourd'hui, elles sont faites en 24 heures maximum sur YouTube. Et j'avoue que eux, j'ai l'impression qu'ils se font démonétiser pour tout et rien, quoi, tu vois. Ça, j'avoue, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que vraiment YouTube est sur leur côte, quoi. YouTube met quand même des pubs sur des vidéos démonétisées. Je ne sais pas. J'avoue, je sais pas du tout. Après, c'est pas le même reach, peut-être. Ouais, je sais pas. Après, je pense que, à mon avis, le truc, c'est qu'ils sont un peu dans un cercle vicieux où je pense que le bot YouTube, où il y a un robot YouTube qui est plus attentif, je pense que quand une chaîne reçoit plusieurs fois des avertissements, reçoit plusieurs fois des démonétisations, des trucs passés, enfin en gros une limite d'âge qui est appliquée sur les vidéos, je pense que le bot YouTube est plus enclin à le remettre automatiquement du coup à chaque fois. Et donc en fait, ils sont dans une sorte de boucle, de spirale sans fin, où comme du coup ils se sont fait flag plusieurs fois, ils se font reflag et donc du coup en fait ils se font reflag systématiquement par le robot. Et à mon avis, pour s'en sortir, ouais, c'est chiant. Mais ils sont dans un truc aberrant, enfin devoir flouter les blessures des gueules cassées et les parties intimes de statues. Oh là là. Oui, il y avait eu des leaks à ce sujet. Que YouTube avait un genre de classement des chaînes avec certaines chaînes qui laissent tranquilles et d'autres qui le visent en permanence parce qu'il les a mis sur la liste des méchants enfants genre. Ouais, mais oui, mais j'avais entendu ça, Damien Scaletta. Il y a une sorte de note en gros qui est mise à certaines chaînes et selon si tu as été démonétisé régulièrement ou non, tu te retrouves dans cette note, tu te retrouves avec des notes de YouTube. Si tu n'as jamais été démonétisé, YouTube te laisse plus tranquille que les autres, etc. Donc bon, je suis complètement d'accord avec toi, Doc Costo. YouTube démonétise MamiTwink mais autorise les pubs payées par le gouvernement israélien. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Ça, c'est dramatique. Non, tu floutes rien, tu es démonétisé. Et tu fais plus de placements produits pour compenser. Non, en fait, Readmer, c'est plus que ça. En fait, si tu es démonétisé, YouTube aura moins tendance à mettre en avant ta vidéo. Et en fait, du coup, ce qui fait que c'est pas que lié à l'argent. C'est-à-dire que si ta chaîne est démonétisée, si ta vidéo est démonétisée, pardon, les recommandations dans l'algorithme YouTube, c'est terminé, bonsoir. T'as une forme, c'est un gros mot chez YouTube, ils l'ont jamais vraiment confirmé, mais t'as une forme de shadowban en fait qui se met en place, et ça c'est pas cool. Au moins de 18 ans. Passons à un dernier problème, et pas des moindres, le suicide. Le suicide, c'est une thématique très sensible sur YouTube, et ce, à juste titre. Mais dans notre dernière vidéo dédiée au procès de Nuremberg, on évoque le suicide d'Adolf Hitler et d'Hermann Göring. Deux faits historiques résumés par deux phrases très simples dans notre vidéo. Deux phrases sans détails explicites, sans images choquantes.
Eh bien pour ces 2 phrases les amis, YouTube a décidé de mettre avant le lancement de notre vidéo un message d'avertissement. Le contenu suivant aborde peut-être des sujets liés au suicide ou à l'automutilation. Vous devez d'abord confirmer le message avant que la vidéo ne se lance. Mais les amis, notre vidéo ne parle absolument pas de suicide, mais d'un procès lors duquel les derniers dirigeants nazis en vie ont été jugés. On évoque juste le suicide d'Hitler et de Göring pour contextualiser les faits. Et d'ailleurs, ces 2 phrases représentent 10 secondes sur 25 minutes de vidéo. On est complètement d'accord que certaines thématiques doivent faire l'objet de précautions sur YouTube. Mais dans notre cas, n'est-ce pas un peu hors sujet, voire même contre-productif? Et même si ça pourrait paraître anecdotique les amis, ce genre de message d'avertissement vient brider les vues d'une vidéo. C'est certain, on l'a constaté. Mais surtout, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Car je vous rappelle, on met notre vidéo en ligne, elle est systématiquement démonétisée. Une fois la vidéo sortie, on peut se prendre une interdiction aux moins de 18 ans. Et désormais, on peut aussi se prendre ce genre de message d'avertissement. Les amis, tous ces problèmes ont des conséquences directes. C'est vraiment... Il n'y a pas de nuance, quoi. C'est terrible. Twink essaye de ne pas dire les amis, impossible challenge. Ah, on a tous nos petits tics de langage. Nos petites formules confort. Je ne sais pas si on se rend compte, mais la censure sur YouTube est quand même largement influencée par un certain conservatisme religieux américain. J'avoue, c'est une sorte de manière de penser de YouTube, tu vois, mais parce qu'en fait, ils veulent tellement se protéger de ça. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelques années aussi, il y avait pas eu un scandale il y a quelques années sur YouTube où en fait, on s'est rendu compte que YouTube monétisait du contenu ou des vidéos à caractère terroriste. Où en gros, il y avait... Donc ouais. Mais et en fait, ils avaient eu une sorte de gros backlash sur leurs vidéos et sur leur plateforme en disant attendez les gars, c'est un peu bizarre, genre là c'est du contenu très limite que vous laissez diffuser, que vous laissez monétiser. Et en fait, à partir de là, ils ont cadenassé, ils ont dit wow. Il y avait eu des trucs un peu comme ça. Pour ta vidéo avec Simon Puech, vous n'avez pas eu un problème de monétisation, elle est géniale, mais elle a beaucoup moins de vues que les autres. Je sache que c'est un peu une question qu'on se pose aussi. Alors, on n'a eu aucun... Alors, pour le coup, là, la vidéo avec Simon sur les mousquetaires, on a eu aucune remarque de YouTube sur cette vidéo, on n'a eu aucun souci de quoi que ce soit, on n'a eu aucune question, mais c'est vrai que c'est une vidéo qui a bien moins marché que les autres. Donc c'est 24 heures duel à mort avec Simon Puech. On avait appelé ça 24 heures chez les mousquetaires avec Simon Puech. Pourquoi il y en aurait eu? Eh ben je ne sais pas. Alors moi, genre, là on rentre vraiment dans les théories. Moi, ma théorie, c'est que dans les premières minutes de la vidéo, il y a une arme à feu qui tire. Bienvenue pour un nouvel épisode de 24 Et heures. moi, j'ai un doute sur ça. Vous avez adoré nos épisodes sur la ligne Maginot et aussi dans le village médiéval. Aujourd'hui, on vous propose un nouvel épisode. Cette fois-ci, on remonte en 1625 sous le règne de Louis XIII, la période des 3 mousquetaires. Et pour ce nouvel épisode, je ne suis pas seul puisque je suis avec le seul, l'unique, Simon Puech, bien sûr. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Pimpant, petit sac de voyage, on est bien. C'est sublime. On est parti, on remonte le temps pendant 24 heures chez les mousquetaires. Let's go. Moi, je pense que c'est ça. J'ai pas d'autre explication, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui tirent, mais en fait, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi, parce que en fait, les autres vidéos du format ont super bien marché. Genre, la vidéo avec Linka a fait 400 000 vues, la vidéo avec Bagarre a fait 500 000 vues, et la vidéo avec Simon a fait 86 000 vues. C'est quand même, c'est vrai que ça m'a un peu, j'ai trouvé ça un peu, je trouvais ça un peu bizarre. Et voilà. Et donc après, j'ai pas envie de tomber dans le mec qui dit ah l'algo nous baise la gueule, l'algo est pas avec nous, parce qu'en fait c'est quand t'es youtubeur, tu peux vite te retrouver à psychoter et un peu à te pourrir la vie avec ça. Mais du coup, trop bizarre. Alors que la vidéo, vraiment, objectivement, je trouve c'est la meilleure des 3. C'est celle où on a le mieux développé le projet. C'est la 3e, donc on a plus de certitude sur comment est-ce qu'on va amener le format. Mais malgré ça, elle est moins bien. Est-ce que c'est la période? Est-ce que c'est l'invité? Est-ce que Simon est juste pas bankable? En fait, est-ce que l'invité, il est éteint, en fait? C'est ça la question que je me pose.
Est-ce que l'invité est éteint? Le titre a pu jouer? Non, parce qu'on a changé le titre. En fait, on voyait qu'elle marchait pas. Du coup, on a essayé de changer le titre pour un truc un peu plus, putassier. Ou est-ce que c'est juste que Simon a zéro buzz en fait? Donc voilà. Faut pas tomber dans le syndrome de l'animateur TV où tu lookes les audiences à chaque sortie. Eh ben, sache que si. Et YouTube te pousse un petit peu à ça parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, sur YouTube, tu as un petit tableau avec marqué le classement de ta dernière vidéo sortie. En mode, OK, sur les 10 dernières vidéos, elle est combien sur 10? Et en fait, du coup, tu vois si elle est 1 sur 10. Donc, si elle est 1 sur 10, c'est bien parce que ça veut dire que c'est la meilleure. Si elle est 10 sur 10, t'es en mode, ah, il a été 10 sur 10, ça fait moins de vues que d'habitude, qu'est-ce qui pourrait machin et tout. Tu sais que c'est l'enfer, vraiment, c'est un peu l'enfer. Et il faut faire vraiment gaffe à ça parce que tu peux vite tomber dans un truc un peu... Donc voilà. Donc on sait pas. On sait pas. Mais après voilà. Hein. Ça peut vite être médecin. Ah, mais de fou. Mais voilà. Continue ce format, il est juste incroyable. Ça m'a donné envie de refaire de la reconstite. Oh, bah c'est très gentil. H la calvasse. Mais non, mais on va continuer le format. Voilà. Tu dis quoi, Doc Hosto? Ils ont évoqué ça. Ah oui, ils ont évoqué le truc des 10 sur 10, ouais, complètement. Moi, j'avoue, Joseph des Mousquetaires. Non, mais après, il n'y a pas de souci, tu vois. En vrai, c'est juste qu'on se disait, le format est quand même bien installé et tout, donc il allait bien marcher. Quoi qu'il en soit, nous, on va pas arrêter ce format, il va revenir parce que la vidéo de septembre, c'est ce format 24 heures dans l'histoire. Donc, le format va continuer d'exister. C'est pas ça qui nous a découragé de ne pas le faire. On se dit peut-être que c'est juste la période, le sujet, je sais pas, parfois t'as pas les planètes qui s'alignent et puis basta, ça marche pas, c'est pas grave. Surtout moi je prends beaucoup de plaisir à le faire parce qu'en plus de ça je visite plein de périodes différentes donc c'est cool. Donc voilà. Avec qui en guest? Je peux pas vous dire que c'est qui le guest, je peux pas vous dire. Donc voilà. Et il y a un contexte, c'est complètement Morgan, il y a peut-être une histoire de contexte. Avec Ponce. Peut-être que Ponce on tourne autre chose, hein. C'est peut-être une autre vidéo. Pompon à leak. Non, c'est une autre. Ce n'est pas avec Pompon. Ce n'est pas la vidéo avec Pompon. Pompon a leak? Il a leak quoi, Pompon? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, No Go Dreams. Et du coup, je me suis dit, avec ce communiqué, je comprends pas pourquoi No Go y est encore. Mais non, on tourne ensemble, mais après, vous savez pas pourquoi on tourne. En vrai de vrai. Mon call, là, c'est dead, je comprends. Pour nous. Déjà, ça prend énormément de temps et d'énergie pour les régler. Imaginez-vous, à chaque nouvelle vidéo, on doit s'assurer que tous ces problèmes soient réglés avant de la sortir. C'est du temps et de l'énergie qu'on ne met pas dans la création de nouvelles vidéos. Et c'est en partie pour ça qu'on a dû réduire le rythme de parution de nos vidéos ces dernières années. Autre conséquence, si une de nos vidéos se prend une interdiction aux moins de 18 ans, YouTube arrête de la suggérer. Ça c'est vrai, ça c'est très chiant. Par exemple, sur notre vidéo dédiée à la guerre du Vietnam, à partir du moment où elle s'est pris une interdiction aux moins de 18 ans, elle a fait plus aucune vue. Et le pire, les amis, c'est au moins de 18 ans. Ça, c'est dur. Tac, 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 boum. Elle a fait plus aucune vue. Dur. Et le pire, les amis, c'est qu'une fois l'interdiction levée, YouTube n'a pas remis en avant la vidéo. Elle a continué à ne plus faire de vues. Vous vous imaginez bien qu'avec tous ces problèmes, on commence à se questionner sur les sujets qu'on peut évoquer sur YouTube. Par exemple, très concrètement, cela fait longtemps qu'on aimerait faire un épisode sur le destin tragique des kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais comment parler de ces pilotes japonais dont la mission était de se suicider si évoquer le sur YouTube nous met sous la menace d'une démonétisation, d'une interdiction aux moins de 18 ans ou de messages d'avertissement? Doit-on se lancer dans des mois de travail? Doit-on engager des dizaines de milliers d'euros de frais si au final notre vidéo risque d'être bloquée et de ne pas être vue? On en arrive donc à la conclusion de cette vidéo. YouTube nous censure. Et c'est là le plus difficile, les amis. Car ça fait 15 ans qu'on crée des vidéos sur YouTube. Ça fait 15 ans
qu'on fait du mieux qu'on peut pour tout miser sur la qualité, pour être le plus juste possible, travailler avec des historiens. Ils sont tellement jeunes, les miser soldats sur la américains. qualité. What the fuck? Oh là là, les deux, trois sur l'écran là, dans la lignée du milieu. Oh, Pour être le plus juste possible, travailler avec des historiens qu'on rémunère, qu'on salarie dans notre entreprise. On fait tout ça pour au final faire face à plein de problèmes. Au final, les amis, on ne peut pas faire grand-chose si ce impossible d'avoir un statut certifié sur YouTube qui te laisse poster en confiance. Putain, c'est une très bonne suggestion, ça, Viniz. En gros, il faudrait que tu montres pas de blanche par rapport à YouTube sur certaines choses, validé par le bureau local de ton... Parce qu'il y a un YouTube France, par exemple. Et une fois que c'est validé, tu as une sorte de truc qui te facilite où on sait que bah, dans ce genre de contenu, tu fais du contenu pédago et pas du prosélytisme, tu vois. Je trouve ça intéressant. se plier aux règles de YouTube. Cette vidéo, elle est surtout là pour mettre en lumière tous Après, les ça crée un problèmes YouTube à deux vitesses, quoi, auxquels du on coup. fait face, pour vous en parler. Déjà, parce que, comme je l'ai dit, ça nous fait du bien, et aussi peut-être parce que vous vous en rendez pas compte. Et qui sait, peut-être qu'en faisant ce genre de vidéo, on arrivera à faire bouger les choses. Car pour nous, le plus important reste de continuer à vous transmettre notre passion pour l'histoire, de la façon la plus objective, avec le moins de censure possible aussi. Et malgré tous les problèmes auxquels on fait face, on va continuer à le faire. Et d'ailleurs, le succès de nos vidéos ou bien le soutien de nombreuses institutions renommées, c'est autant de sources de motivation pour nous pour continuer. Pour finir sur une note positive quand même, je voulais en profiter pour remercier les équipes de Bien YouTube sûr, mais on remercie. France qui nous accompagnent depuis des années. Malgré tous les problèmes qu'on a évoqués, ils sont à notre écoute et font de leur mieux pour nous accompagner afin de les résoudre. Sans eux, on aurait encore plus de problèmes. Et d'ailleurs, les équipes de YouTube France, si vous voyez cette vidéo, on est évidemment disponible pour discuter avec vous. En fait, en gros, YouTube France, si vous voulez, c'est une équipe, c'est une antenne qui est à Paris. Et en fait, où ils discutent avec beaucoup de créateurs pour le coup, pour les aider, les conseiller, s'il y a un problème, etc. Ils les aident. Mais bon, ben, comme dans toutes les boîtes américaines, ceux qui décident, c'est les US. Donc du coup, des fois, YouTube France, ils essaient de faire un peu valoir la voix des créateurs français sur certains points, certaines démonétisations et ce genre de choses. Mais c'est compliqué, quoi. Mais bon, moi, j'avoue, ils ont aidé sur certains trucs, ils ont permis d'accélérer certaines choses quand moi, j'avais besoin sur certaines vidéos. Sur une vidéo, je crois, notamment. Donc non, ils peuvent vraiment aider, quoi. Mais bon, ils peuvent pas tout faire. L'idée de cette vidéo, les amis, ce n'est pas de cracher sur YouTube. Bien au contraire, car YouTube reste une plateforme. Ah, il a dit les amis, encore une fois. Les amis, ce n'est vraiment disponible pour C'est vrai que c'est les amis, quand même, ça fait beaucoup. discuter avec vous. L'idée de Oui, ça cette existe vidéo, sur les Twitch, amis, sur Twitch ce n'est aussi, ouais. pas de cracher sur YouTube. Bien au contraire, car YouTube reste une plateforme extraordinaire pour s'exprimer, partager ses passions et en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Mais il y a des problèmes, et ces problèmes nuisent aux créateurs. Des Et problèmes. ça serait génial de pouvoir les régler pour tout simplement rendre YouTube encore meilleur. Bref les amis, un grand merci pour votre écoute, pour votre attention et Je pense que cette vidéo est... Oh là, l'arrêt sur image aussi est pas cool. J'ai une bad news. Qu'est-ce qu'il y a, No Go Dreams? Je pense que en vrai... Mais non. Attends, on en parlera après, s'il te plaît. Donc, en vrai, il est... Je parle pas... Mais en fait, en gros, le truc, c'est que je pense que là, la vidéo, elle est très intéressante et elle tire un peu un signal d'alerte, tu vois. Mais je pense que vraiment, il pisse dans un violon, quoi. Malheureusement, c'est dur de le dire, mais ça changera rien ou très peu de choses. Sur lui, ça peut l'aider peut-être. Peut-être que YouTube France peut... peut-être que... En plus, est-ce qu'ils ont pris la peine de le sous-titrer en anglais, la vidéo? Ce serait bien. Hein. Je pense qu'il serait bien qu'ils le traduisent en anglais s'ils veulent vraiment que ça change des trucs, mais je pense que vraiment ça ne change rien. Ça ne changera rien. En tout cas, à l'échelle de la plateforme, ça ne changera évidemment rien. Mais pour eux, peut-être que ça peut leur faire avancer quelques trucs et leur débloquer certaines situations, comme se faire démonétiser automatiquement. Mais je trouve que ça fait de la pédagogie. Mais l'idée de la vidéo, c'est que ça fait de la pédagogie autour de
autour de ce que tu peux faire sur YouTube, dire, pas dire. Moi, perso, j'ai jamais eu trop ces problèmes-là. Franchement, j'ai jamais senti encore. Après, bon, ça fait pas 15 ans comme je fais des vidéos sur YouTube, donc je suis moins, j'ai moins d'expérience et j'ai moins d'ordre de comparaison avec avant et aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai jamais trop eu de soucis à ce niveau-là de démonétisation intempestive qui arrivait bien plus tard. C'est des trucs où j'étais pas en mode ah c'est abusé ça ou quoi, donc pour l'instant ils ok tu vois. Mais c'est vrai que si tu dois faire des vidéos sur l'histoire de l'art, imaginons, et que tu te retrouves à devoir flouter des parties intimes de statues, de peintures, oh là là, ça n'en terminera jamais quoi, tu vois. C'est avec le Bruxelles qu'il faut bosser et faire du lobby, faire du lobby pas YouTube directement. Wow, tu penses, ouais, mais là, on est trop petit pour ça, je pense. D'habitude, c'est Nota Bene qui parle de ce genre de problème. C'est vrai que Nota Bene parle beaucoup en général de ce qui se passe sur YouTube et tout ça, ouais, carrément. En général, Nota Bene, il a sa chaîne Nota Bonus où il parle beaucoup des problèmes sur YouTube, en tout cas de l'actualité de la plateforme et donc, du coup, des problèmes qui peuvent découler sur les créateurs. Quand un nombril faisait le relooking mythologique, imagine, il avait fait tous les tétons et tous les zizi. Oh là, c'était interminable. Dans mon ancien boulot, on publiait des vidéos de témoignages sur des sujets sensibles, maladies, décès, etc. C'était un enfer de biper et de censurer tous ces sous-titres pour des mots, c'est pas si fou. Ouais, c'est... Tu m'étonnes. Faudrait constituer un syndicat des assos de créateurs pour faire du lobbying. Oh là là, alors là... Il faudrait que le métier prenne encore 10-15 ans, je pense. Ça va prendre encore un petit peu de temps, je pense. Au pire, reste Dailymotion et Kik. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, le truc, c'est que YouTube est tellement énorme, c'est sûr que c'est sûr que de trouver, tu vois, des gens qui... Enfin, tu vois, je sais qu'il y a des créateurs qui sont sur Patreon, tu vois, et qui sont que sur Patreon. Mais en vrai, aller sur Patreon, c'est vraiment tuer son buzz, quoi. Genre, t'as ta communauté, tu gagnes ta vie, mais pour faire connaître ton travail, c'est quand même particulier. C'est-à-dire, c'est que les gens qui ont payé qui vont voir. Bon, c'est dur, quoi. Il pensait, il faisait genre, il provoque la censure. En mode, si sa vidéo est censurée, demain, il y a une lettre d'avocat à YouTube France, car c'est le contraire au droit européen, etc. Oh là là, mais là, tu rentres dans des trucs, si tu dois payer un avocat à chaque fois pour faire des lettres d'avocat, c'est interminable. C'est interminable. Mais bon, je trouvais ça intéressant, la manière dont ils ont de parler de ça. Un peu comparer les expériences, montrer aussi un petit peu ce que ça peut être l'arrière-boutique de YouTube et les problèmes que tu peux avoir. Mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent peser sur le moral des créateurs, tu vois, de voir que ta vidéo ne performe pas parce que tu as été démonétisé. Il l'a bien montré avec sa vidéo sur le Vietnam, qui dès qu'elle a été démonétisée, a plongé en termes de vues. Donc c'est pas que un côté, c'est pas que un aspect monétaire, c'est aussi un aspect de mise en avant et que YouTube met en avant le contenu qui est monétisé. Et sinon, tu peux vraiment prendre... Ils n'ont jamais officialisé le fait qu'il y avait des shadowbans, mais la vérité, c'est que là, il a montré qu'à partir du moment où tu es démonétisé, boum, tu perds un nombre de vues qui est énorme, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et j'espère qu'en tout cas, ils régleront leurs problèmes. Franchement, je leur souhaite de trouver des solutions pour rendre leur publication de vidéos plus agréable, parce que c'est déjà suffisamment stressant quand tu as bossé comme eux 6 mois sur un projet et que quand tu publies, on te dit vous êtes démonétisé et tout. Oh, c'est chiant, quoi. C'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Donc voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu.